Dans le vaste lexique chaotique de l'histoire militaire, il y a un mot qui apparaît plus souvent qu'aucun autre pour décrire un vainqueur. C'est un mot sec. Il sonne académique. Il ressemble à quelque chose que l'on discuterait dans une salle de conseil stérile ou une salle de classe d'état-major. Ce mot est initiative. Mais si l'on écarte les manuels et que l'on regarde la réalité du conflit humain, l'initiative n'est pas un concept abstrait. C'est une force physique. C'est la monnaie la plus précieuse au monde. Détenir l'initiative, c'est être le propriétaire du temps. Imaginez la relation entre un marionnettiste et sa marionnette. L'un tire les ficelles, l'autre danse. Le marionnettiste décide du rythme. Le premier boxeur se déplace à gauche. Le second doit pivoter pour suivre. Dans ce scénario, un homme agit et l'autre réagit. Un homme écrit le scénario du combat et l'autre essaie simplement de lire les répliques avant de se prendre un coup au visage. Pendant les 6 premiers mois de la guerre dans le Pacifique, de décembre 1941 à juin 1942, l'Empire du Japon fut le scénariste. On regarde souvent cette période en se concentrant sur la géographie. On regarde la carte et on voit l'encre s'étaler de l'Empire japonais. On voit Hong Kong tomber. On voit Singapour tomber. On voit les Philippines, les Indes orientales néerlandaises et la Birmanie tomber. L'échelle de la conquête est à couper le souffle. Elle couvre des millions de kilomètres carrés d'océan. Mais regardez au-delà de la carte. Regardez l'horloge. La véritable domination du Japon durant ces premiers mois ne résidait pas seulement dans le fait qu'il gagnait des batailles. Elle résidait dans le fait qu'il décidait du moment où les batailles auraient lieu. Chaque matin, les commandants alliés, l'amiral Nimitz à Hawaï, le général MacArthur aux Philippines, l'amiral Somerville dans l'océan Indien, se réveillaient dans un monde qui avait été façonné par Tokyo. Ils s'asseyaient près de leur radio, attendant de voir ce que le Japon allait faire ensuite. Allait-il frapper l'Australie? Allait-il frapper l'Inde? Allait-il frapper Hawaï à nouveau? Les Alliés étaient paralysés par le fardeau de la possibilité infinie. Parce que le Japon détenait l'initiative, il pouvait frapper n'importe où, et parce que les Alliés ne savaient pas où le coup tomberait, ils devaient essayer de défendre partout. Et comme Frédéric le Grand l'a dit un jour, qui défend partout ne défend nulle part. Cette capacité à contrôler le tempo de la guerre crée une puissante illusion psychologique. Le haut commandement japonais et les officiers sur les passerelles de leurs magnifiques porte-avions commencèrent à croire que cela était l'ordre naturel de l'univers. Ils confondirent un avantage stratégique temporaire avec un trait permanent de leur caractère national. Ils crurent qu'ils gagnaient parce que leur esprit était plus fort. Ils crurent qu'ils gagnaient parce que leur destin était manifeste. Mais en réalité, ils gagnaient parce qu'ils détenaient un ensemble spécifique de clés. Ils avaient le Kidobutai, la force de frappe mobile. 6 grands porte-avions qui se déplaçaient comme une seule unité. C'était le mécanisme de l'initiative. Tant que ces 6 navires flottaient et tant que leurs ponts d'envol étaient pleins des meilleurs pilotes du monde, le Japon tenait la plume. Il pouvait encercler une date sur le calendrier, dire le 7 décembre ou le 15 février et dire « Ce jour-là, nous allons changer l'histoire ». Et le reste du monde n'avait qu'à attendre que le téléphone sonne. Pensez à la puissance de cette position. C'est la puissance du casino. Vous fixez les règles, vous distribuez les cartes. Même si vous perdez une main ici ou là, vous contrôlez le flux du jeu. Mais le problème avec l'initiative, c'est que ce n'est pas un objet physique. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans un coffre. C'est un état d'esprit soutenu par une structure fragile de capacité. Cela repose sur le fait que l'ennemi est confus. Cela repose sur le fait que l'ennemi est lent. Et surtout, cela repose sur le fait que l'ennemi ne sait pas ce que vous allez faire ensuite. Au printemps 1942, les dirigeants japonais décidèrent d'utiliser leur initiative pour monter une dernière grande production. Ils voulaient organiser une bataille qui mettrait fin à la guerre. Ils choisirent le lieu, un minuscule atoll dans le Pacifique central. Ils choisirent le moment, début juin. Ils choisirent la méthode, une embuscade complexe à plusieurs branches. Ils écrivirent le scénario avec des détails méticuleux. Ils attribuèrent les rôles. Ils visualisèrent le point culminant où la flotte américaine serait détruite. Mais ils oublièrent qu'en temps de guerre, l'ennemi a aussi son mot à dire. Que se passe-t-il quand le téléphone cesse de sonner? Que se passe-t-il quand l'acteur refuse de dire ses répliques?
Que se passe-t-il quand le boxeur réactif s'arrête soudainement de reculer, plante ses pieds et lance un coup de poing avant même que vous n'ayez levé vos gants? La marine japonaise était sur le point de le découvrir. Ils naviguaient vers un moment où la monnaie qu'ils avaient thésaurisée pendant 6 mois serait dévaluée à 0 en une seule matinée. Ils naviguaient vers un point sur la carte où la propriété du temps changerait de main. Et la tragédie pour le Japon, la lente tragédie que nous allons examiner, n'est pas seulement qu'ils ont perdu l'initiative ce jour-là. C'est qu'ils ne l'ont jamais, pas un seul jour au cours des 3 années suivantes, retrouvée. L'horloge était sur le point de s'arrêter pour l'Empire. Avant d'assister à l'effondrement, nous devons pratiquer une sorte d'autopsie du concept lui-même. Nous devons comprendre exactement ce qui est mort le matin du 4 juin. Lorsque les historiens militaires parlent de l'initiative, ils la confondent souvent avec l'agressivité. Ils supposent qu'avoir l'initiative signifie simplement attaquer. Mais c'est une définition superficielle. Un homme désespéré peut attaquer. Un animal acculé peut attaquer. Ce n'est pas l'initiative. C'est juste de la violence. La véritable initiative est quelque chose de bien plus complexe et bien plus précieux. C'est la possession d'options. Pensez-y en termes de menu. Début 1942, l'amiral Yamamoto et le quartier général impérial à Tokyo étaient assis à une table avec un menu infini. Ils regardèrent la carte du Pacifique et voyaient une douzaine d'avenirs différents. Ils pouvaient choisir le plan A, envahir à nouveau Hawaï. Ils pouvaient choisir le plan B, isoler l'Australie en prenant Fidji et les Samoa. Ils pouvaient choisir le plan C, pousser vers l'ouest dans l'océan Indien et prendre Ceylan. Ils pouvaient choisir le plan D, envahir les îles Aléoutiennes au nord. Ils avaient le luxe du choix. Et parce qu'ils avaient le choix, ils forçaient les Alliés à se défendre contre toutes ces options. C'est l'impôt caché de l'initiative. Il force votre ennemi à défendre partout, ce qui signifie qu'il ne défend nulle part. Les Américains devaient garder des troupes à Hawaï. Ils devaient envoyer des navires en Australie. Ils devaient fortifier l'Alaska. Ils devaient étendre leur beurre limité sur trop de pain. Le Japon, en revanche, pouvait se concentrer. Il pouvait prendre toute sa force et l'appliquer à un seul point sur la carte. C'est la physique d'une pointe de lance. Vous prenez toute la force de l'Empire et vous l'enfoncez à travers un interstice d'1 centimètre dans le blindage ennemi. Cette architecture de la puissance était construite sur une fondation spécifique. Il ne s'agissait pas seulement de la bravoure des pilotes ou de la qualité du chasseur zéro. Il s'agissait du Kido Butai. Nous devons regarder cette force navale non pas comme une collection de navires, mais comme un mécanisme stratégique. Avant la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions étaient considérés comme des navires de soutien. Ils étaient des éclaireurs des cuirassés. Ils opéraient par 1 ou 2, mais les Japonais eurent l'idée révolutionnaire de les masser en regroupant 6 grands porte-avions de flotte ensemble. L'Akagi, le Kaga, le Soryu, le Hiryu, le Shokaku et le Zuikaku. Ils créèrent une force aérienne mobile capable de se déplacer de 900 km en une seule journée. Cette mobilité transforma l'océan lui-même en arme. Si vous avez une base aérienne sur une île, elle est puissante, mais elle est stationnaire. L'ennemi sait où elle se trouve. Il peut tracer un cercle autour sur une carte et dire « n'y allez pas ». Mais le Kido Butai était une base aérienne qui pouvait être n'importe où. C'était un fantôme. Il pouvait apparaître au large de Ceylan mardi et disparaître mercredi. Il créait une zone d'incertitude qui couvrait la moitié du globe. C'était l'architecture qui permettait au Japon de dicter la réalité. Tant que ces ponts d'envol restaient intacts, le Japon détenait le pouvoir de veto sur les opérations alliées. Les Américains ne pouvaient lancer aucune offensive majeure nulle part dans le Pacifique parce qu'ils devaient se poser la question terrifiante « et si le Kido Butai se montrait ?» Cette peur paralysait la boucle de décision alliée. Elle les maintenait réactifs. Elle les maintenait dans l'attente. Mais il y a un paradoxe dangereux intégré à cette architecture. L'initiative est un atout, certes, mais dans le système japonais, c'était aussi une béquille. Le plan de guerre japonais tout entier reposait sur le maintien éternel de l'initiative. Leur stratégie était construite sur un château de cartes qui supposait qu'ils seraient toujours ceux qui attaqueraient. Ils construisirent des navires rapides et lourdement armés, mais avec un mauvais contrôle des avaries et un blindage faible. Pourquoi ? Parce qu'ils ne prévoyaient pas d'être touchés. Ils supposaient qu'ils frapperaient les premiers.
Ils entraînèrent leurs pilotes à être des combattants agressifs, mais ne leur apprirent pas le travail d'équipe défensif. Pourquoi? Parce qu'ils supposaient qu'ils seraient toujours les chasseurs. Ils négligèrent leur capacité de lutte anti-sous-marine. Pourquoi? Parce qu'ils supposaient que la guerre se déroulerait dans les eaux ennemies, pas dans les leurs. C'était une doctrine d'arrogance suprême. Elle supposait que le statu quo de 1942 était l'état permanent des choses. Et cela nous amène à la vulnérabilité cruciale. Lorsque vous possédez l'initiative, vous possédez le luxe de faire des erreurs. Vous pouvez lancer une attaque qui échoue. Et parce que vous contrôlez le tempo, vous pouvez vous replier, vous regrouper et réessayer. Vous avez une marge de manœuvre. Mais le Japon opérait sur le fil du rasoir. Il menait une guerre contre un géant industriel avec une quantité finie de ressources. Il avait l'initiative, mais il n'avait pas la profondeur. Ils étaient comme un joueur de poker qui va tapis à chaque main. Ils gagnaient chaque pot, mais ils ne pouvaient pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'une seule fois. Le Kido Butai était le seul mécanisme qu'ils possédaient. Il n'y avait pas de flotte de réserve. Il n'y avait pas de seconde ligne. Si cette pointe de lance se brisait, toute l'architecture de la puissance japonaise s'effondrerait. Ainsi, alors qu'ils naviguaient vers Midway en juin 1942, ils transportèrent quelque chose de plus précieux que du carburant ou des bombes. Ils transportaient le champ des possibles de l'Empire. Ils naviguaient avec la capacité de dire « nous irons en Australie ensuite ». Ils naviguaient avec la capacité de dire « nous irons en Inde ensuite ». Ils ne réalisaient pas qu'ils naviguaient vers un hachoir à viande qui dépouillerait toutes ces options. La définition de la défaite est souvent mal comprise. Nous pensons que la défaite signifie perdre votre armée ou perdre votre capital. Mais en termes stratégiques, la défaite arrive au moment où vous perdez vos options. Elle arrive quand votre menu de choix est réduit à un seul élément, la survie. Le matin du 4 juin, le Japon avait A, B, C et D. À la soirée du 4 juin, comme nous allons le voir, il ne lui resterait qu'une seule option. Essayer d'empêcher les Américains de brûler Tokyo. L'architecture était magnifique. Elle était terrifiante, mais elle était faite de verre et l'amiral Nimitz s'apprêtait à y donner un coup de marteau. Combien de temps faut-il pour perdre un empire? Faut-il des années de guerre de tranchées? Faut-il une décennie de sanctions économiques? Ou cela peut-il arriver en le temps de cuire un œuf? Le matin du 4 juin 1942, la marine impériale japonaise découvrit la réponse. Il faut exactement 5 minutes. Les historiens l'appellent les 5 minutes fatales, de 10h20 du matin à 10h25. À 10h19, le Japon était encore le maître du Pacifique. Le Kido Butai était intact. Les ponts d'envol semblaient étrangement vides, avec seulement quelques chasseurs en patrouille. Mais sous les ponts, dans les hangars fermés, c'était une scène d'intensité frénétique. Les avions d'attaque étaient entassés aile contre aile. Ils étaient dits pleins de carburant. Les torpilles étaient en cours de chargement. C'était l'apogée de l'énergie potentielle japonaise. Ils étaient à quelques minutes de porter le coup de grâce qui gagnerait la guerre. Ils étaient à quelques minutes de valider leur vision du monde. Et puis, à 10h20, le ciel leur tomba sur la tête. Il arriva sous la forme de bombardiers en piqué américain Dauntless jaillissant des nuages à 5000 mètres. Ils arrivèrent au moment exact de vulnérabilité maximale. Ce ne fut pas une bataille. Une bataille implique un échange. Ce fut une démolition. En l'espace de 300 secondes, 3 des 4 porte-avions japonais furent transformés en enfer flottant. Les bombes américaines fracassèrent les ponts d'envol et explosèrent à l'intérieur des hangars. Souvenez-vous de ce que nous avons dit à propos de l'architecture japonaise. Ils construisirent des canons de verre. Les hangars étaient pleins d'avions ravitaillés et, fatalement, pleins de munitions non sécurisées. Des bombes et des torpilles empilées le long des cloisons des hangars parce que les équipages se précipitaient pour changer les armes. Quand les bombes américaines frappèrent, elles n'explosèrent pas seulement. Elles déclenchèrent une réaction en chaîne. Les navires japonais se sont autodétruits. Les conduites de carburant rompues, les torpilles qui s'enflammaient, l'Akagi, le Kaga et le Soryu cessèrent d'être des navires de guerre pour devenir des hauts fourneaux. Mais je veux que vous regardiez au-delà du feu. Regardez au-delà de la fumée s'élevant dans le ciel du Pacifique. Regardez ce qui brûlait réellement sur ces ponts. Ce n'était pas seulement du bois et de l'acier,
C'était l'avenir. En ces 5 minutes, l'intégralité du menu stratégique de l'Empire du Japon prit feu et se consuma. À 10h19, le plan d'envahir la Nouvelle-Calédonie était vivant. À 10h25, il était mort. À 10h19, le plan de couper la ligne de ravitaillement vers l'Australie était vivant. À 10h25, il était mort. À 10h19, l'option de menacer à nouveau Hawaï était vivante. À 10h25, elle était morte. C'est le moment où l'initiative mourut. Elle ne mourut pas lentement. Elle fut exécutée. À des centaines de kilomètres de là, sur la passerelle du cuirassé Yamato, l'amiral Yamamoto écoutait le trafic radio. Pendant des heures, il avait attendu le signal de la victoire. Il attendait que le chef d'orchestre termine la symphonie. Au lieu de cela, il entendit les cris chaotiques d'un massacre. Akagi en feu, Kaga brûle, Soryu explose. Imaginez le silence qui a dû descendre sur cette passerelle. Les officiers d'état-major regardèrent la carte. La carte montrait encore l'Empire japonais à son zénith. Elle montrait les drapeaux sur Singapour et Manille. Mais ils savaient, dans ce silence terrible, que la carte était désormais un mensonge. La chronologie qu'ils imposaient depuis 6 mois venait de toucher le bout de la route. Yamamoto réalisa instantanément que la guerre offensive était terminée. Sans les porte-avions, il ne pouvait projeter sa puissance. Il ne pouvait dicter le tempo. Le Yamato était le cuirassé le plus puissant de l'histoire, mais sans la couverture aérienne du Kido Butai, ce n'était qu'une cible lente et vulnérable. Le paradigme changea si violemment qu'il provoqua une sorte de coup du lapin stratégique. Au petit déjeuner ce matin-là, la question à laquelle le haut commandement japonais faisait face était « Comment gagner la guerre ?» Au déjeuner, la question était « Comment ne pas la perdre ?» C'est la tragédie de l'horloge brisée. Jusqu'à ce moment, le Japon donnait l'heure au monde. Il fixait le calendrier. Mais quand les bombes frappèrent les ponts d'envol, le ressort principal se brisa. Les aiguilles s'arrêtèrent de bouger. Le Japon était soudainement figé dans le temps. Il était échoué au point culminant de son expansion. Il avait encore une armée massive. Il avait encore une marine. Il avait encore des millions de soldats fanatiques. Mais il avait perdu le mécanisme du mouvement. Il était comme un requin qui avait cessé de nager. Et dans l'océan de la guerre totale, si vous cessez de nager, vous mourrez. Les survivants de l'Akagi regardèrent leur navire brûler. Ils ne regardaient pas seulement leur foyer sombrer dans l'abîme, ils regardèrent le concept même de victoire disparaître sous les vagues. L'initiative avait été bombardée hors d'existence. Et alors que la fumée se dissipait, les commandants japonais regardèrent vers l'est et réalisèrent la vérité la plus terrifiante de toutes. Les Américains ne faisaient que commencer. Il y a un concept aux échecs appelé Zugzwang. C'est un mot allemand qui décrit une situation où un joueur est forcé de jouer, mais chaque coup possible aggrave sa position. Il préférerait passer son tour, il préférerait ne rien faire, mais les règles du jeu le forcent à jouer. Et parce qu'il est forcé de jouer, il est forcé de perdre. Après la matinée du 4 juin 1942, l'Empire du Japon entra dans un état permanent de zugzwang stratégique. Pour comprendre l'horreur de ce piège, nous devons regarder ce qui s'est passé ensuite. Nous devons regarder la première bataille de la nouvelle ère, Guadalcanal. Si vous regardez une carte du Pacifique en 1941, Guadalcanal n'est rien. C'est une île déchiquetée infestée de paludisme dans la chaîne des Salomon. Elle n'a pas de ville, elle n'a pas de ressources, elle n'a aucune valeur stratégique en soi. Elle ne figurait pas sur le menu de conquête japonais. Ils y construisaient un petit terrain d'aviation presque comme une réflexion secondaire pour patrouiller les voies maritimes vers l'Australie. Dans l'ancien monde, le monde où le Japon détenait l'initiative, Guadalcanal serait resté un trou perdu. Si les Américains avaient tenté d'y débarquer, le Kido Butai aurait déferlé du nord et anéanti la flotte d'invasion avant même qu'elle n'atteigne la plage. Mais en août 1942, à peine 2 mois après le désastre de Midway, le Kido Butai avait disparu. L'océan était vide. Et parce que l'océan était vide, les Américains firent quelque chose d'audacieux. Ils choisirent l'endroit. L'amiral King et l'amiral Nimitz regardèrent à la carte. Ils virent les Japonais construire ce terrain d'aviation et décidèrent de le prendre. Le 7 août, les Marines américains prirent d'assaut les plages.
Ce moment est la preuve définitive que l'initiative avait changé de main. Pour la première fois de la guerre, les Américains choisirent le champ de bataille. Maintenant, mettez-vous à la place du haut commandement japonais à Tokyo. Ils ne voulaient pas se battre à Guadalcanal. C'était trop loin. C'était tout au bout de leur ligne de ravitaillement. C'était un cauchemar logistique. Ils voulaient se consolider. Ils voulaient reconstruire leurs forces de porte-avions. Ils voulaient livrer une bataille décisive quelque part plus proche de leur base de puissance, peut-être aux Philippines ou dans les Mariannes. Mais ils ne pouvaient pas l'ignorer. Les Américains étaient là. S'ils gardaient l'île, ils menaceraient tout le périmètre sud. Ainsi, le Japon fut forcé de réagir. Et c'est là que le piège de la réaction se referme. Quand vous réagissez, vous êtes par définition non préparé. Vous êtes pressé, vous improvisez. Au lieu de rassembler une force massive et écrasante comme il l'avait fait à Pearl Harbor ou à Singapour, le Japon envoya des troupes à Guadalcanal au compte-gouttes. Ils envoyèrent 1000 hommes, puis 2000, puis quelques destroyers. Ils utilisèrent ce qu'on appela l'Express de Tokyo, faisant descendre des navires de guerre rapides le long du détroit la nuit pour déposer soldats et ravitaillements, puis fuyant avant l'aube pour éviter les avions américains. C'est le comportement d'un combattant qui a perdu le contrôle. Ils déversaient leurs ressources précieuses dans un hachoir à viande que les Américains avaient construit. Les Américains s'enterrèrent. Ils construisirent le terrain d'aviation. Ils amenèrent des avions. Et ils dirent aux Japonais « Venez nous chercher !» Et le Japon vint. Ils jetèrent leurs soldats contre les mitrailleuses américaines. Ils jetèrent leurs navires contre la marine américaine dans les eaux étroites d'Iron Bottom Sound. Ils jetèrent leurs pilotes restants dans une guerre d'usure au-dessus de la jungle. Pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi n'ont-ils pas simplement limité leurs pertes et se replié? Parce qu'ils étaient piégés dans le sophisme des coups irrécupérables de l'esprit réactif. Ils pensaient constamment qu'une poussée de plus, un convoi de plus, un bataillon de plus, ferait pencher la balance. Ils couraient après le jeu. C'est une manière terrifiante de mener une guerre. Vous êtes toujours en retard de 5 minutes. Vous combattez toujours sur un terrain choisi par l'ennemi. Vous combattez toujours à un moment décidé par l'ennemi. Avant Midway, les porte-avions japonais étaient la brigade des pompiers. Ils étaient une réserve mobile qui pouvait agir offensivement pour éteindre les incendies avant qu'ils ne commencent. Après Midway, les forces japonaises devinrent des pompiers désespérés, courant d'un brasier à l'autre avec des seaux d'eau, pendant que les pyromanes américains mettaient le feu au monde autour d'eux. Le tribut psychologique de ce changement fut immense. Le corps des officiers japonais avait été élevé dans la doctrine de l'offensive. Leur esprit était construit sur l'attaque. Ils n'avaient pas de doctrine pour une longue défensive réactive et usante. Ils considérèrent la défense comme une pause temporaire avant la prochaine attaque. Mais à Guadalcanal, la pause devint la réalité. Et regardez le coup, le Japon perdit des pilotes d'élite qu'il ne pouvait remplacer. Il perdit des destroyers qu'il ne pouvait reconstruire. Il perdit le mythe de sa propre supériorité dans le combat de nuit. Il se vida de son sang, se battant pour une île qu'il ne voulait pas, dans une bataille qu'il n'avait pas choisie, à un moment qui convenait à son ennemi. C'est la conséquence ultime de la perte de l'initiative. Vous devenez un participant à votre propre destruction. Les Américains le réalisèrent. Ils réalisèrent que tant qu'ils continueraient à piquer le périmètre japonais, le Japon serait forcé de répondre. Alors les Américains adoptèrent une stratégie de mouvement de scie. Ils frappaient les Gilbert. Le Japon se précipitait pour y envoyer des forces. Puis, ils frappèrent les Marshall. Le Japon se précipitait pour y envoyer des forces. Puis la Nouvelle-Guinée, puis les Mariannes. Le Japon était comme une marionnette dansant au rythme d'une mélodie jouée par Washington DC. Le dictateur du champ de bataille était devenu le répondeur. Le propriétaire du temps était devenu l'esclave du calendrier américain. Et la partie la plus tragique, les dirigeants japonais le savaient. L'amiral Yamamoto le savait. Il regarda sa marine être jetée dans la fournaise des Salomon, navire après navire, avion après avion. Il savait que c'était un jeu perdant, mais il n'avait aucun moyen d'arrêter. Il avait perdu la capacité de retourner la table. Il avait perdu les options. Il était en zugzwang, et le seul coup restant était de jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pièces. Il y a une question qui revient inévitablement lorsqu'on étudie ce conflit. Pourquoi le Japon n'a-t-il pas pu la retrouver? L'histoire est pleine de retours. Des armées perdent des batailles et se rétablissent.
Des généraux font des erreurs et les corrigent. Pourquoi la perte de l'initiative à Midway fut-elle si permanente? Pourquoi était-ce une porte à sens unique? La réponse réside dans la différence fondamentale entre les deux belligérants. Ce n'était pas une différence de courage. Ce n'était pas une différence de tactique. C'était une différence dans leur relation avec le temps. Pour comprendre cela, nous devons regarder la machinerie invisible derrière les flottes. D'abord, regardez le capital humain. Nous avons effleuré ce point plus tôt, mais nous devons approfondir son irréversibilité. Le Japon formait ses pilotes comme un bijoutier taille un diamant. C'était un processus d'une précision et d'une exclusion extrême. Avant la guerre, ils éliminaient des centaines de candidats pour trouver un pilote parfait. Ce système produisit les hommes qui dévastèrent Pearl Harbor. Mais ce système nécessitait un luxe que le Japon ne possédait plus. Le temps. Il faut 2 ans pour créer un pilote de ce calibre. Vous ne pouvez pas accélérer cela. Vous ne pouvez pas tromper l'horloge. L'expérience n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer sur une chaîne de montage. Quand l'Akagi et le Kaga coulèrent, ils emportèrent avec eux le capital semence de la marine impériale. Les vétérans qui auraient déjà pu former la prochaine génération étaient de la mort. Ainsi, le Japon fut forcé d'envoyer des recrues inexpérimentées dans le hachoir à viande. Et parce qu'elles étaient inexpérimentées, elles mouraient plus vite. Et parce qu'elles mouraient plus vite, les remplaçants avaient encore moins d'entraînement. C'était une spirale de mort. Les États-Unis, en revanche, avaient un système d'entraînement conçu pour l'usure. Ils ne cherchaient pas des diamants, ils cherchaient des briques. Ils voulaient des pièces solides, fiables et interchangeables. Et ils avaient une base démographique qui leur permettait d'éliminer des milliers de personnes et d'en avoir encore des dizaines de milliers. Pendant que le Japon pleurait la perte de son élite, les États-Unis actionnaient la manivelle d'une énorme machine d'entraînement qui allait inonder les cieux de 1943 d'aviateurs compétents et agressifs. Deuxièmement, regardez le capital industriel. C'est là que la métaphore du géant endormi devient une réalité concrète d'acier et de rivets. En 1942, la marine américaine combattait en grande partie avec les navires qu'elle avait construits dans les années 1930. Mais dans les chantiers navals de Newport News, de Brooklyn et de Puget Sound, un monstre était en train de naître, les porte-avions de classe Essex. Ce n'étaient là pas des constructions de panique, c'étaient les navires de guerre les plus avancés de l'histoire. Et les États-Unis n'en construisaient pas 1 ou 2. Ils en construisaient 24, ainsi que des centaines de destroyers, des douzaines de croiseurs et des milliers de navires de soutien. Le haut commandement japonais savait que cela arrivait. L'amiral Yamamoto les avait prévenus. « Je peux faire des ravages pendant 6 mois, dit-il. Après cela, les mathématiques prendront le dessus. » Midway arriva presque exactement au bout de ces 6 mois. C'était la date d'expiration de l'avantage japonais. La perte de l'initiative à Midway signifiait que le Japon ne pouvait pas perturber cette accumulation américaine. Il ne pouvait pas naviguer jusqu'en Californie et bombarder les chantiers navals. Il ne pouvait pas couper les lignes de ravitaillement dans l'Atlantique. Il devait s'asseoir et attendre que l'avalanche s'abatte sur lui. Cela nous amène au concept terrifiant d'irréversibilité. Dans une guerre entre égaux, disons la France et l'Allemagne en 1914, l'initiative est un pendule. Elle oscille d'avant en arrière. Vous attaquez, je défends, je récupère, je contre-attaque. Mais dans une guerre entre un empire insulaire pauvre en ressources et une superpuissance industrielle continentale, l'initiative n'est pas un pendule, c'est un barrage. Le Japon avait fait un trou dans le barrage en 1941. Il s'était précipité à travers ce trou et avait inondé le Pacifique de sa puissance. Mais à Midway, les Américains bouchèrent le trou. Derrière ce barrage, le niveau d'eau de la puissance américaine montait. Chaque jour, il devenait plus profond. Chaque jour, la pression augmentait. Le Japon avait besoin d'une guerre courte. C'était leur seule condition de victoire. Ils devaient sprinter. En les forçant à adopter une posture défensive, Midway les força à courir un marathon. Et vous ne pouvez pas gagner un marathon contre une machine qui ne se fatigue jamais, ne manque jamais de carburant et devient plus forte à chaque kilomètre. Les dirigeants japonais réalisèrent avec une terreur rampante qu'ils ne pouvaient pas racheter le temps qu'ils avaient perdu. Ils pouvaient construire de nouveaux porte-avions et ils le firent, comme le Taiho, le Shinano. Ils pouvaient construire de nouveaux avions, des merveilles technologiquement avancées qui arriveraient trop tard.
Mais ils ne pouvaient pas fabriquer à nouveau l'expérience de 1942. Cette fenêtre était fermée. Elle avait été murée. La tragédie de la stratégie japonaise est qu'ils continuèrent à chercher une solution tactique à un problème stratégique. Ils pensaient que s'ils pouvaient juste gagner une grande bataille, un second Midway inversé, ils pourraient remettre les compteurs à zéro. Mais vous ne pouvez pas remettre les compteurs à zéro contre un adversaire qui produit plus d'acier en un mois que vous n'en produisez en un an. L'initiative n'avait pas été simplement perdue comme un trousseau de clés, elle avait été consumée. Elle avait été dépensée dans le pari des 6 premiers mois. Et une fois le compte à découvert, il n'y avait aucun moyen de le renflouer. La faillite était structurelle. Ainsi, la matinée du 5 juin ne fut pas seulement une défaite, ce fut une saisie. La banque était venue recouvrer la dette de la maladie de la victoire et le paiement était l'avenir de l'Empire. La Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique ne s'est pas terminée à Midway. Elle dura encore 3 ans, 2 mois et 10 jours. Elle consuma des millions de vies. Elle rasa des villes. Elle vit les plus grandes batailles navales de l'histoire à la mer des Philippines et dans le golfe de Leyte. Mais il y a une différence profonde entre mener une guerre et être en compétition dans une guerre. Si vous regardez la chronologie, la période du 5 juin 1942 au 15 août 1945 n'est pas un concours. C'est une lente exécution. C'est ce que nous pourrions appeler le long écho de la perte de l'initiative. La thèse de cette histoire n'est pas que le Japon a perdu la guerre à Midway parce qu'il a perdu 4 porte-avions. C'est qu'il a perdu la capacité de gagner la guerre parce qu'il a perdu le pouvoir de choisir. Et une fois ce choix perdu, les réalités structurelles du conflit rendirent la fin inévitable. Pensez à l'Empire japonais après Midway comme à un géant sans tête. Il était toujours dangereux. Il pouvait encore vous tuer. Il avait encore des griffes acérées et des dents solides, mais le cerveau, l'agence stratégique qui lui permettait de manœuvrer et de surprendre le monde, était mort. Le cerveau d'une force militaire est sa capacité à dire « Nous irons ici, nous ferons cela ». Après Midway, l'armée japonaise perdit cette agence. Elle devint un organisme purement réactif. Elle déplaçait ses navires et ses divisions non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que les Américains l'y forçaient. Elle alla aux Salomon parce que les Américains y avaient débarqué. Elle alla aux Mariannes parce que les Américains y avaient envahi. Elle alla aux Philippines parce que les Américains y étaient revenus. Ils étaient des marionnettes dansant au bout de ficelles tirées par l'amiral Nimitz et le général MacArthur. Cela nous amène à la tragédie fondamentale du soldat et du marin japonais dans l'ère post-Midway. On parle souvent du fanatisme de la défense japonaise, des charges banzai, des kamikazes, du refus de se rendre. On voit cela comme un phénomène culturel. Mais regardez-le à travers le prisme de la stratégie. Quand vous avez perdu l'initiative, vous ne pouvez pas manœuvrer. Vous ne pouvez pas vous replier vers une meilleure position parce que vous êtes toujours sous pression. Vous ne pouvez pas attaquer un point faible parce que vous êtes trop occupé à colmater les brèches. Tout ce que vous pouvez faire, c'est creuser un trou dans le sol et y mourir. L'extrême brutalité de la guerre du Pacifique à partir de 1943 fut une conséquence directe de la paralysie stratégique du Japon. Parce qu'il ne pouvait pas déjouer les Américains, il essaya de les surpasser dans la souffrance. Il essaya de rendre le prix de l'initiative américaine si élevé que les Américains cesseraient de l'utiliser. Mais cela ne fonctionna pas. Le rouleau compresseur continua d'avancer. Les pilotes qui moururent en défendant Saipan, les marins qui coulèrent avec le Yamato en 1945, les soldats qui moururent de faim dans les jungles de Nouvelle-Guinée, ils combattirent avec une férocité incroyable. Mais ils combattaient dans un vide stratégique. Leur sacrifice ne pouvait pas changer l'issue parce que le mécanisme de la victoire avait été détruit en 1942. Ainsi, quand nous regardons cette matinée du 5 juin, nous regardons le véritable tournant du siècle. Ce n'était pas seulement la fumée s'élevant de l'Akagi, ce n'était pas seulement les nappes de pétrole sur l'eau. C'était la mort d'une option. Avant cette matinée, il existait une chronologie où le Japon aurait pu négocier une paix en position de force. Il existait une chronologie où il tenait le Pacifique en otage. Après cette matinée, il ne restait plus qu'une seule chronologie. La route de Tokyo était ouverte. La route des bombardements incendiaires était ouverte.
La route d'Hiroshima était ouverte. La guerre finit en 1945 dans un éclair de lumière nucléaire. Mais le verdict de la guerre avait été rendu 3 ans plus tôt, dans le silence d'une passerelle sur un porte-avions en feu. Le soleil se coucha le soir du 5 juin 1942. Et pour l'Empire du Japon, il ne se leva jamais vraiment. Ils avaient perdu le tempo. Ils avaient perdu le choix. Et dans l'algèbre impitoyable de la guerre totale, une fois que vous avez perdu le pouvoir de choisir, la guerre n'est plus un concours. Ce n'est plus qu'un verdict qui attend d'être exécuté.